Je crois qu'il faut quitter la doudoune. Non, il fait chaud ici. On se croirait sur une île tropicale. AR Magazine Voyageur. La bande son. Un aller-retour du papier à l'oreille. Des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre sur le voyage. Bienvenue à toi, amateur de voyage aux antipodes, comme au coin de la rue. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir et retrouve-nous aussi sur Deezer. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageur. Et lui, c'est Guillaume Néry. Il a été champion du monde d'apnée 4 fois avec ce souffle-là. Avec cette respiration, il descend à plus de 100 mètres de profondeur à l'aise. Une fois, il s'est même arrêté de respirer pendant 7 minutes et 42 secondes. Quand je fais une apnée longue, je prends le plus d'air possible dans les poumons. Il y a une première phase de 4-5 minutes où on est extrêmement bien, où j'ai aucune envie de respirer. Donc il ne faut pas s'imaginer que pendant 7 minutes, c'est l'horreur, la souffrance, la douleur, on tient, non pas du tout. Il y a une première phase où je n'ai aucune envie de respirer. C'est une phase de bien-être extraordinaire. Et puis à un moment donné, au bout de 4 minutes 30, 5 minutes, l'envie de respirer arrive. Et là, il faut apprendre à le gérer. Effectivement, là, c'est la partie moins agréable. Mais avec de l'entraînement, c'est pas plus désagréable que monter un col en vélo quand on souffre, parce que c'est dur. Et il y a même un petit moment qui peut être un peu euphorisant, un moment de privation, juste avant de commencer de prendre cette première grande inspiration. Non, c'est une expérience qui est, j'ai presque dire, autant spirituelle que physique. Guillaume Néry se raconte dans son livre « Nature aquatique » paru chez Artaud, un petit traité de philosophie en palme qu'on vous recommande. Alors on a eu envie de le rencontrer de passage à Paris avec Michel Fonovich et c'est le grand entretien de AR59 actuellement en kiosque. Et pour commencer, on n'a pas pu s'empêcher de parler du Grand Bleu, le film d'une génération qui a popularisé l'apnée. Ce qu'on voit dans le film, c'est des espèces de super-héros qui s'affrontent et qui sont seuls. Là où nous, quand on plonge, on a cette espèce d'esprit communautaire. Et c'est une activité qui n'est pas praticable si on n'est pas ensemble. Au final, ça donne une certaine image auprès du grand public de fous furieux, déconnectés de la réalité, avec les deux héros qui sont prêts à tout pour leur passion jusqu'à en perdre la vie. Et c'est vrai que ça fait du coup très peur pour beaucoup de gens qui ont pu être intéressés, fascinés, mais qui se sont dit oh là, non, c'est pas pour moi. C'est une activité d'extraterrestres, c'est une activité de gens qui sont complètement en marge. Et voilà, moi j'essaie de montrer que c'est tout sauf ça. À plus de 100 mètres, je cherche pas à aller voir quelque chose. On est plutôt vraiment centré sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Je vois tout un dégradé de bleu qui défile dans toute la plongée. Ça, c'est très sobre. Il y a assez peu de diversité dans la vision que je vais voir, mais c'est très puissant parce qu'on voit ces dégradés de couleurs, de lumière qui changent. Et je ne cherche pas à avoir une vision claire de ce qu'il va y avoir autour parce que ça va être que du bleu. Pour pouvoir voir de la vie, il faut rester plus proche des côtes. Ou en tout cas, il faudrait que je descende en suivant des falaises, des tombants. Mais sauf que nous, quand on plonge très profond, on est dans le Grand Bleu. Donc une fois que j'ai eu l'accident, j'ai mis de côté la performance pendant 3 ans. Mais oui, ça fait 3-4 ans que je retourne en profondeur. Je pense que c'est comme un surfeur. Il fait une grosse frayeur sur une énorme vague. Puis derrière... peut-être qu'il a besoin de prendre un peu de recul, mais derrière, ça ne l'empêchera pas de surfer. Après, aller chercher à tout prix la plus grosse vague, non. Pour aller profond, j'ai besoin d'organiser ma vie au niveau de mon hygiène, au niveau de ma philosophie de vie d'une certaine manière. Donc c'est un peu le squelette qui me permet de garder une ligne directrice autour de laquelle j'organise... une vie saine et un équilibre physique et psychique. C'est envisager un autre rapport avec le monde qui nous entoure. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à plonger. Disons que le monde moderne dans lequel on vit, aussi peut-être le monde urbain, moi j'ai grandi à Nice, même si à la mer à côté ça reste une ville, m'amenait dans une espèce de direction et la promesse de ce que je pouvais faire quand je serais grand, quand j'étais adolescent. J'arrivais pas à m'y retrouver.
Un monde très individualiste, un monde zéro risque, un monde où l'idée c'était de se couper de la nature et de la dominer, un monde de l'accélération, il faut aller de plus en plus vite, où on a tous les outils pour faire le plus de choses dans un temps réduit. Et j'arrivais pas à me retrouver là-dedans. Et la plongée en apnée, finalement, m'apporte un peu tout l'inverse, toute une vision à contre-courant. En tout cas, une vision de la performance qui est basée sur l'entraide, sur la coopération, sur l'idée du collectif, de la communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté. L'apnée m'amène une autre vision de l'engagement aussi. Ça m'amène à sortir d'une zone de confort, à être dans une certaine prise de risque qui est évidemment mesurée. Je suis pas un trompe-la-mort, mais cette trajectoire du risque zéro m'enferme et finalement nous enferme tous dans une espèce de cloisonnement qui est assez lointain des principes de la vie, qui est que le risque fait partie de la vie et du vivant. Et donc cet engagement que je prends quand j'arrête de respirer, que je vais sous l'eau, à un moment donné, je pense, me redonne un petit peu une saveur de l'essence de la vie. Et puis, pour plonger, il faut être dans la sobriété. Pour être performant en apnée, je suis obligé de tout ralentir. Ralentir les pensées, ralentir les mouvements, ralentir la gestuelle, parce que sinon je consomme trop d'énergie. Donc en fait, la discipline m'amène complètement à l'opposé de la marche d'un monde avec lequel je me sens pas très à l'aise. Alors je suis pas du tout un marginal, mais je pense que tous les pratiquants de sport de pleine nature retrouvent un peu cette nature peut-être plus profondément humaine. C'est pour ça que le livre s'appelle Nature aquatique. C'est que voilà, moi cette nature-là, elle a été inspirée de l'eau et j'habite beaucoup mieux ce monde avec ces valeurs-là. Les Galapagos, l'île qui s'appelle Darwin, qui est l'île la plus au nord des Galapagos, où j'ai vu la plus grande richesse sous-marine. En une seule apnée, on peut voir des requins-baleines, des bancs de centaines de requins-marteaux, des thons, des dauphins, des lions de mer, des tortues, en une apnée. Et alors ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où il y a cette biodiversité et cette richesse. Bah, j'hésite, il y en a tellement. Le cachalot, les cachalots évidemment, ouais. Oui, ça c'était très fort, les cachalots, parce que c'est des mammifères marins très esthétiquement très impressionnants. Une forme qui parfois rappelle le vaisseau spatial. Et puis au-delà de ça, c'est un mammifère qui incarne pour nous le modèle. Ils descendent à plus de 2000 mètres de fond. Ils peuvent rester 1h30 en apnée. Donc voilà, ça amène beaucoup d'humilité et on est très inspiré quand on les regarde. Donc ça fait partie des rencontres incroyables. Il y a eu, j'en parle pas dans mon bouquin, mais le léopard des mers en Antarctique aussi. Rencontre extraordinaire, un des plus grands prédateurs de la planète, très impressionnant, mais d'une grande douceur. Alors le premier voyage en solo, se passait forcément avec l'apnée. Et c'était au championnat du monde à Ibiza en 2001. Et j'étais comme remplaçant de l'équipe de France et c'était le premier voyage, première grosse expérience. J'ai pu faire la teuf. Évidemment, premier grand souvenir, premier grand voyage plus lointain, toujours pour un championnat, qui a été vraiment une révélation, c'était à Hawaï. Où là, pour la première fois, je quittais l'Europe, j'allais très très loin. Je découvrais le décalage horaire, je découvrais les tropiques. Je pense que chaque voyage, j'essaie de retrouver un peu cette sensation-là d'être loin. Je suis allé un peu partout, dans les mers et océans. Alors, je prétends pas connaître le Pacifique, c'est tellement gigantesque. J'ai plongé à certains petits endroits. Donc, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller, mais j'aimerais vraiment aller un jour au lac Baïkal. Ouais, le plus grand, le plus profond, le plus grand lac au monde. C'est 1/5 des réserves d'eau douce de la planète. Il est au plein milieu de la Sibérie, de ce continent de l'Eurasie. Et voilà, au milieu, c'est cette espèce de diamant. Il y a tout quelque chose de chamanique là-bas en plus. Il y a beaucoup de croyances. Non, il y a quelque chose de fascinant. Et puis en plus, c'est considéré comme parmi les eaux les plus claires au monde. Il vit là-bas un phoque endémique d'eau douce. Enfin bon, il y a plein de choses intéressantes là-bas. Je suis un terrien et J'aime la nature sauvage dans les campagnes, dans les montagnes. Et donc je me débrouille toujours pour découvrir les deux versants. J'ai des souvenirs très forts sur des voyages qui m'ont marqué, que j'ai répété plusieurs fois au Japon par exemple. J'ai eu la chance d'aller à Okinawa, donc l'archipel d'Okinawa qui
qui est au sud du Japon. Le Japon, c'est vraiment un long archipel dans lequel il y a tous les climats, hein. Il y a le tropical à Okinawa et le climat sibérien à Hokkaido. Et ben justement, voilà, les deux exemples opposés. Je suis allé à Okinawa et j'ai plongé dans les eaux parmi les plus claires au monde, et notamment sur une cité engloutie, enfin en tout cas qui a des allures de cité engloutie, mais qui est une formation naturelle qui s'appelle Yonaguni. C'est une de mes expériences les plus fortes de plongée, parce que l'eau est tellement claire qu'elle s'oublie, elle se fait oublier. Donc on a l'impression de voler dans les airs. Et à Hokkaido, aller me promener début novembre sous les chutes de neige dans un parc national avec les ours qui pêchent les saumons dans la rivière, toute la puissance de la nature brute. Donc c'est un voyage déroutant. La catastrophe en cours, je pense que tout le monde la connaît, hein. Elle est en cours sur tous les écosystèmes de la planète. Je suis assez pessimiste, en tout cas si on continue comme ça et qu'il n'y a pas de vrais changements, ça risque de s'aggraver, c'est déjà très grave. Et la Méditerranée est encore plus touchée, en tout cas elle incarne cette problématique parce que c'est une mer fermée, c'est une mer où il y a beaucoup d'humains qui se sont agrégés à son bord. C'est un peu un des berceaux de civilisation en Europe, et elle est très très touchée par l'empreinte humaine, que ce soit les pollutions plastiques, les pollutions en tout genre chimiques, et puis en plus de ça, le tourisme de masse. Disons qu'elle est assez peu épargnée. Mais moi, en allant sous l'eau, évidemment, je suis aussi le témoin de tout ça. Mais je me veux pas être le grand observateur de ce qui se passe sous la mer. C'est n'importe qui peut le voir comme moi. J'essaie juste d'être le relais par ma voix de la parole scientifique. Là où je vais me baigner presque tous les jours, c'est la plage de la Réserve, enfin ce petit coin là, il y a quelques petites plages dans les rochers, qui est un endroit finalement qui a peu changé. J'ai des vieilles photos ou des vieilles gravures chez moi de Nice de 1855. J'ai vu des peintures, et ce petit coin-là, il est resté quasiment à l'identique. Et c'est marrant parce que c'est très proche de la ville, proche du port, mais disons que c'est un petit coin qui peut me rappeler ce que les gens peuvent rechercher quand ils sont à la mer en Polynésie. Donc voilà, quand je suis dans ce coin-là, j'ai l'impression de faire un voyage dans le passé. Je suis tous les jours dans l'eau, je nage tous les jours, je plonge tous les jours. Pas d'objectif de performance, mais je vis vraiment dans une proximité avec la mer qui fait totalement partie du quotidien. Alors j'ai essayé de ramener ça à Nice. Depuis que je fais ces voyages, j'essaie d'avoir à Nice la même chose, en allant quasiment tous les jours à l'eau. Mais voilà, ça reste un environnement plus urbain, où il y a plus de tension. Là où là-bas en Polynésie, quelque chose de beaucoup plus léger, on va dire. C'est une vie au plus proche de l'élément, plus proche de l'océan, sans artifice. C'est la vie la plus simple qu'il y ait, mais dans laquelle l'océan est omniprésent. C'est ce que je vais retrouver là-bas. L'impression qu'il y a un grand souffle, une grande expiration là-bas. Pour découvrir l'entretien complet de Guillaume Néry, il y a le numéro 59 de l'été 2022, actuellement en vente avec la couve sur les Galapagos. Sinon, retrouve AR, magazine voyageur, sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire et une bonne note. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode, on a rendez-vous avec François Calvier, un aventurier classe tout risque.